que c'est irréalisable, ce serait un zoo, et pas la nature sauvage. Les ours, les loups et les lynx, comme symbole de la nature sauvage derrière des grilles, et l'homme maîtrisant tout et c'est vraiment comme cela que l'on s'imagine la nature. Le loup nous devance dans ce domaine. Il n'accorde aucune importance à la différence qui nous tient à cœur entre nature cultivée et nature sauvage. Les loups se sont adaptés à nous. Tant qu'ils ont suffisamment de proie et un endroit où se cacher, les loups peuvent vivre partout, et ils déplacent leur habitat dans le sillage de l'agriculture sans se faire remarquer le moins du monde. Le loup semble ne pas avoir sa place dans la nature sauvage et les différentes perceptions qu'en a l'homme. Les opposants au loup veulent le cantonner à la nature, loin de l'homme, alors que les partisans du loup estiment que le loup et l'homme sont des éléments de la nature. Il n'y a pas la nature sauvage et la nature, au même titre qu'il n'y a pas homme et le loup. La nature sauvage n'est en aucun cas exempte d'êtres humains. Depuis des milliers d'années, il n'y a plus de nature qui n'ait pas, d'une manière ou d'une autre, subi l'influence et la présence de l'homme. Il y a longtemps que la nature s'est adaptée à nous. Les animaux sauvages sont chassés de leur habitat naturel et repoussés dans la ville par la déforestation et l'énorme augmentation des besoins en surface utile. Berlin abrite de nos jours une plus grande diversité d'oiseaux nicheurs que le parc national de l'Eiffel. Les ratons laveurs, sangliers et renards peuvent devenir un problème dans les villes. Ils se rendent rapidement compte qu'il est plus facile de vider la poubelle d'un fast-food que de chasser un lapin, mais aussi qu'il est agréable de dormir dans un abri du jardin. Les animaux font ce qu'ils ont toujours fait, s'adapter, mais ils n'en ont pas été adoptés pour autant des hommes et des loups en Allemagne. Les plus grandes populations de loups vivent dans les terrains d'exercice militaire ou les carrières à ciel ouvert abandonnés, des lieux certes créés par l'homme, mais qui abritent une grande diversité d'espèces et sont plus sauvages que n'importe quel autre site. On trouve à Tchernobyl, 30 ans après l'accident nucléaire, une faune et une flore d'une étonnante diversité dont une forte population de loups en bonne santé. Tous se sont adaptés à l'énorme radioactivité et apprécient le calme et l'isolement. Ce n'est toutefois pas ce que nous nous imaginons sous les termes de nature et de nature sauvage. Nous tentons en vain d'apprivoiser la nature et de la contenir, mais nous ne la laissons jamais tranquille. Notre société a pris le contrôle sur la nature comme il était encore impensable de le faire il y a un siècle. Les êtres humains ne veulent pas de la nature sauvage, ils recherchent la sécurité. Ils se promènent en forêt comme s'ils partaient à la guerre, spray au poivre à la ceinture, sifflet à roulette dans la poche de veste et iPhone à portée de main, au cas où en espérant qu'il y ait du réseau. Notre culture est obnubilée par le fait d'avoir sous contrôle le moindre événement qui la concerne, et les animaux sauvages mettent en doute cette capacité de contrôle. D'aucuns pensent qu'il suffirait d'exterminer tous les carnassiers. Nos aïeux auraient décimé les loups et les ours parce que ces derniers n'avaient plus leur place dans ce monde. Pour d'autres, en revanche, les loups sont le symbole d'une nature libre et d'un environnement sain. Ils pensent que les grands canidés sont d'une très grande utilité et que les hommes devraient s'adapter à eux, même au prix de la ruine économique. Mais un grand nombre de gens n'ont ni le temps ni la compréhension pour ce romantisme envers la nature. Ils doivent travailler pour survivre. Pour eux, la nature est un handicap. On est de emploi lorsqu'on ne construit pas une route parce qu'elle empiète sur l'habitat d'une plante rare ou que des projets de construction la sagesse des loups sont annulés pour des raisons environnementales. Les agriculteurs qui ne veulent ou ne peuvent pas financer les mesures de protection nécessaires pour leurs troupeaux et qui sont contraints d'abandonner parce que les loups s'en prennent régulièrement à leurs bêtes ne sont certainement pas enclins à admirer la beauté des loups qui côtoient leur pâturage. Dans mon travail, j'ai toutefois fait l'expérience que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas contre le loup en soi, mais contre tout ce qu'il implique, règlements, interdictions, bureaucratie, paperasse pour mettre en place une protection ou obtenir une indemnisation, nuit blanche, tutelle de l'État et de l'Office pour la protection de l'environnement. Il ne fait aucun doute que la vie est plus simple sans les prédateurs. Une bonne raison pour ne pas vouloir du loup, lorsqu'il s'agit du loup, ses partisans et adversaires ont le même problème. Accepter l'animal sous toutes ses facettes en tant que partie intégrante de notre vie et lui reconnaître la place qu'il occupe dans un environnement où nous vivons également. Beaucoup de gens entretiennent avec le loup une relation profonde et émotionnelle. Ils voient en lui un animal magnifique, intelligent et extrêmement social, qui doit être protégé contre ses détracteurs. Le loup, sacré, pur, honnête et authentique, victime d'une civilisation qui assujettit la nature.
De telles visions du loup ne correspondent pas à la réalité. C'est un carnassier, il chasse et tue ses proies, et également des animaux de la ferme qui ne sont pas protégés. Et oui, il y a eu également des attaques sur l'homme, certes extrêmement rares et exceptionnelles. Ce sont des faits que les amoureux du loup 11 refusent de voir. Ils prétendent bien souvent au contraire que, si le loup chasse et tue, c'est plutôt par hasard. L'image du loup qui ne tue pas proprement d'une morsure à la gorge, mais qui commence à manger ses proies alors qu'elles ne concordent pas avec celles, Bisounours, des Yule encore vivantes. Pur des hommes et des loups, l'amour de la nature que nombre de gens ressentent lorsqu'ils sont confrontés au loup repose sur une vision idéalisée, mais problématique, de la nature. Les détracteurs du loup, au même titre que les inconditionnels du grand canidé, voient l'animal sous un angle qui leur est propre, avec leur approche personnelle et leur idéologie, et ils n'en ont pas une perception réaliste. Il est facile d'avoir un sentiment profond envers un animal aussi majestueux, mais il est difficile d'établir un lien entre ce sentiment et le fait que le loup remplit une fonction en tant que prédateur supérieur, que des êtres vivants sont mangés par d'autres êtres vivants, et que l'homme n'est en fin de compte lui-même qu'un prédateur. Ce qui nous manque, c'est une vision objective et réaliste du loup. Il n'est en fait qu'un animal, tout ce qu'il y a de plus normal. Si nous voulons vivre avec les loups, nous devons en avoir une approche rationnelle et réaliste, et savoir faire la part des choses entre les faits et la fiction. Alors, seulement, l'homme et le loup pourront coexister. Et comment faire? Cette question, je la posais un jour à Jim Brandambur, photographe et réalisateur de films sur la nature. Tim et moi étions de lointains voisins lorsque, en 1992, je m'y ai installé dans la nature sauvage du Minnesota. Ces photos étaient exposées dans une galerie de la petite ville d'Ely, et c'est là que nous en vînmes à parler du loup et des préjugés. J'avais auparavant fondé la Gesellschaftsschutz der Wolf-en-Ville, Société pour la protection des loups, association déclarée, dont le but était d'expliquer le loup, lequel ne devait toutefois arriver officiellement en Allemagne que 8 ans plus tard. Nous voulions, malgré tout, entreprendre quelque chose, parce que l'on y abattait des loups isolés entrés illégalement dans le pays. Girn me donna un précieux conseil: si tu veux convaincre les gens de quelque chose, il te faut entrer par la porte de derrière. Tu ne peux pas ainsi pénétrer d'un pas décidé et frontalement par la porte de devant. C'est valable pour tout dans la vie, pour arrêter de fumer, de boire, de conduire trop vite, de tuer des loups. Les sagesses des loups hommes ont la volonté de changer, mais tu dois emprunter la porte de derrière. En fait, mon travail consiste à trouver une porte de derrière dans la tête et le cœur des gens. On ne protège que ce que l'on aime et on n'aime que ce que l'on connaît. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin, outre d'une connaissance étayée des faits le concernant, d'une relation émotionnelle avec le loup. L'une des plus belles voies passe par une rencontre directe avec lui. Dans une interview, l'écologiste et chercheur italien sur le loup Luigi Buatani a prodigué ce conseil judicieux: emmène les gens là où vivent les loups, fais-leur écouter les animaux qui hurlent la nuit, montre des cadavres de proies tuées par des loups, des traces, des excréments, montre tout. C'est également l'expérience que j'ai faite. Pour avoir une vision réaliste du loup, nous devons nous rendre dans son monde. Il ne suffit pas de lui mettre un collier émetteur et de suivre ses déplacements sur l'écran d'un ordinateur, et il est tout aussi inutile de regarder pendant quelques secondes les images transmises par une caméra. Et nous ne pouvons que comprendre encore beaucoup moins le loup si nous l'observons à travers le grillage d'un enclos. Pour comprendre le loup dans sa globalité, en tant que personnalité à part entière, nous devons aller au-devant de lui. Je ne veux pas dire par là que nous devons nous imposer à lui, mais que nous devons nous en approcher en observateurs patients et distants. Nous devons accepter de nous salir, d'avoir froid, de nous entraîner à l'art suprême de la patience, mais nous devons aussi savoir le laisser tranquille. Faire vraiment la connaissance du loup et le comprendre ne consiste pas à se dorer la pilule toute la journée dans l'herbe, la caméra et le bloc-notes sur les genoux, et à regarder, en souriant, jouer des louveteaux. Cela consiste aussi à regarder des loups dormir pendant des heures, par moins 30 degrés Celsius, et à attendre en languissant qu'ils daignent gigoter de la queue ou d'une oreille. Observer les loups suppose également savoir supporter la cruauté, l'horreur, la vue des proies déchiquetées, le sang et les os brisés. Voir un loup tuer une proie ou un autre loup que l'on aimait beaucoup est d'une telle brutalité que l'on aimerait fermer les yeux ou tourner les talons. Mais c'est précisément cela, la vie.
Celui qui veut uniquement voir des loups veut jouer ou des loups attentifs les uns envers les autres. Celui qui cherche le sacré, la beauté et la clarté, celui-ci n'est pas à sa place dans la nature sauvage. Il ferait mieux d'aller visiter un zoo ou de regarder un film de National Geographic dont toutes les scènes horribles ont été coupées. J'ai assisté une fois au Wallfest, le festival des baleines, à Sitka, en Alaska. J'étais sortie en mer avec des biologistes, et j'observais avec une horreur fascinée un groupe d'orques chasser le petit d'une baleine grise, le séparer de sa mère désespérée, et le tuer. Les loups et les orques ont des structures familiales et des stratégies de chasse très similaires. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle les baleines tueuses les loups des mers. Pour comprendre la fascination pour les loups, on n'a pas le droit de fermer les yeux sur leurs côtés les plus obscurs. Ce n'est que lorsque nous aurons accepté la nature sous toutes ses facettes que nous comprendrons que, en fait, nous la portons depuis longtemps dans notre cœur. Un jour, un homme juste croisa le chemin d'un loup. Ils furent fascinés par la beauté sauvage de l'animal qui le scrutait prudemment de son regard profond. L'homme et le loup s'examinèrent ainsi un long moment, puis l'homme dit au loup, « Je sais que votre existence est menacée. Que pourrions-nous faire, nous, humains, pour la sauvegarder ?» Le loup observa un temps de silence puis répondit, « Oubliez-nous Pier Giovanni Capellino, vivre avec les loups en Allemagne fin janvier 2017. J'étais de nouveau à la recherche des loups, pas dans le lointain Wyoming cette fois, mais en Allemagne. J'étais parti avec 4 amis en quête de traces dans le Wendland, en Basse-Saxe. Nous nous étions, à plusieurs reprises, retrouvés à Yellowstone pour y observer ensemble les loups. Nous savions pertinemment n'avoir quasiment aucune chance d'apercevoir le prédateur ici, mais le savoir tout proche nous suffisait. Nous nous trouvions en effet au milieu du territoire d'une famille de loups. Nous avions organisé notre voyage autour de la question à laquelle nous espérions pouvoir répondre ensuite. Pourquoi avons-nous besoin du loup? Dit Buckle. Un hameau de 4 maisons se situe à 30 km à vol d'oiseau de Gorleben, en lisière de la forêt de Géoin. La sagesse des loups, le district de Lichau-Dannenberg. La forêt domaniale de Garde, la Gessifirde, est la plus vaste forêt mixte d'un seul tenant du nord de l'Allemagne. Elle abrite un certain nombre de loups, qui effraient, ou fascinent, selon les personnes interrogées, involontairement les promeneurs. C'est dans cette forêt que nous nous trouvions ce matin-là. Il avait neigé peu auparavant, et nous avions bon espoir de trouver des empreintes ou au moins d'entendre hurler un loup. La veille, notre conseiller et guide, Kenny Kenney, avait encore trouvé un cadavre tout frais de chevreuil et des traces de loup à proximité. Nous avons marché pendant 4 heures à travers la forêt et les champs, le regard le plus souvent rivé au sol, jetant malgré tout de temps à autre un œil en arrière afin d'être bien sûr de ne pas manquer un loup qui apparaîtrait subrepticement dans notre dos. Nous faisions vraisemblablement trop de bruit pour cela. 5 personnes plus un guide avec chien ne peuvent échapper à l'attention d'un loup. Nous étions toutefois satisfaits. Sur un chemin forestier, nous avions trouvé des traces qui disparaissaient dans les sous-bois, des empreintes alignées, longueur du pas, 1,22 m, chaque empreinte de patte de 8 cm de long, sans les griffes, et 7 cm de large. Nous avions, en outre, découvert des traces d'urine et à plusieurs petits tas d'excréments contenant des poils et des os. Kenny sortit son attirail de son sac, préleva des échantillons d'excréments qu'il mit dans une bouteille remplie d'alcool pour en faire réaliser une analyse ADN. Il releva les coordonnées du site, le photographia, ainsi que les environs, tout en nous parlant de la faune et de la flore locale, ainsi que de l'histoire des loups dans la Girde. Ils avaient été là, un couple de loups avec 6 petits. Peut-être même nous observait-il derrière un buisson. Toutes nos antennes étaient déployées en mode réception. La conscience d'être sur un territoire avec des loups nous maintenait sur le qui-vive comme rarement. Il m'aurait été impossible, quelques années auparavant seulement, d'imaginer partir à la recherche du loup en Allemagne. Pour W.R. Nickn, Ali 1,011 P. Rendre aux États un Nice Grand Eve, les 1 heure, 111. 1. Un UNIJC pouvait désormais s'y trouver dans mon propre pays. La boucle CF Liv Boussic. Tous les monts, NCTIC réjouis pas minemo à présence du Laurentius CST, Knikork, 1111 objets de conflit issus, IT, 1, 1011, 11.1 H1, 11111 111, 111 I, H 11111, 1, Secpticisme Calapan Reranic UIC. COMMC Ravor vu dans K chapitre précédent,
Berkshire Hathaway pour SCS Mouton, Hic Chasseur, pour son gibier, et le promeneur, pour sa sécurité. Et intelligence artificielle guerre des haches, UPS a encore lieu. Alors qu'autre-t-il l'homme menait la guerre contre le loup, il la menait maintenant, y propos du loup dans une grande diversité de campagnes et sur divers fronts écolo-politiques. Dans les contrées où la nourriture de base de la population dépend de l'élevage, les hommes ont peur. Les éleveurs de moutons, de vaches et de chevaux ne savent pas comment protéger leurs troupeaux, ni comment obtenir des subventions ou des indemnisations. Le retour du loup leur complique la vie. Le prédateur représente pour eux un monde dans lequel les citadins et les protecteurs des animaux piétinent allègrement les droits et les besoins des populations rurales et tentent de leur imposer leur vision de la nature. Les éleveurs ne sont, de ce fait, guère enclins à rejoindre les amis du loup et ses avocats, car le loup peut réellement être un voisin difficile. Les premiers signes de la proximité du loup sont, le plus souvent, des moutons morts. Le loup est un opportuniste et il mange ce qu'il peut le plus facilement tuer, dont, bien sûr, les animaux d'élevage non protégés, comme les moutons et les veaux. Le loup ne cherche toutefois pas à nous embêter ou à détruire le fondement de notre existence. Il les mange parce que nous les lui proposons comme nourriture. Ils se sont rendus compte moutons que le huton non surveillé constituait une proie facile, et ils le mettent régulièrement au menu. Je ne peux honnêtement pas le cher. Iriez-vous chasser votre paix le reprose-t-elle LK dans la forêt si on vous le présentait sur un plateau? Serait-ce un trait insultaire un idée de penser qu'il n'en ferait NTEance du loup pas la sagesse des loups? Un éleveur doit apprendre à penser comme un loup et protéger ses animaux de manière adéquate. L'idéal est une association de clôtures électriques et de chiens de troupeau. Dans les pays du sud et de l'est de l'Europe colonisés par le loup, on utilise depuis des millénaires de grands et puissants chiens pour protéger les moutons et les vaches. Ils les protègent comme si c'était leur meute. L'âne et le lama sont également de bonnes alternatives. De telles mesures de protection sont difficiles à mettre et en place et coûteuses, mais les Landais les subventionnent en Allemagne. De même, un éleveur est indemnisé pour les animaux tués par les loups dans la mesure où il a fait le nécessaire pour les protéger. C'est le prix à payer pour vivre dans une région à loup. Le loup n'est pas gratuit. On ne peut que comprendre l'état de choc et de colère d'un éleveur qui découvre que plusieurs de ses bêtes ont été tuées par des loups. Le coupable n'est toutefois pas un serial killer assoiffé de sang. D'un point de vue écologique, cela n'aurait aucun sens. Pourquoi un prédateur exterminerait-il ses propres ressources alimentaires? Dans le cas de ce phénomène, rarement observé, de tueries multiples, surplus killing, on notera que le loup se comporte comme le tristement célèbre renard dans le poulailler qui n'arrête le massacre que lorsque plus rien ne bouge. Le nombre de proies qu'un loup tue en une fois et celui des proies qu'il dévore dépendent, entre autres, de la difficulté à attraper les moutons et d'une éventuelle intervention humaine. Les bêtes sont souvent parquées dans des enclos trop étroits et, ne pouvant échapper au loup, elles constituent une proie facile. Normalement, un loup se nourrit le plus possible d'un cadavre. Dans ce cas spécial, il ne parvient pas à manger, car il est continuellement dérangé par les moutons qui courent dans tous les sens, éveillant ainsi constamment en lui son instinct de chasseur. Les animaux morts sont abandonnés sur le sol. De tels massacres n'ont qu'extrêmement rarement lieu chez les animaux sauvages. Bienvenue au loup. Lors d'un congrès sur la protection de la nature, des éleveurs m'ont dit être bientôt contraints d'abandonner, car ils ne nourrissent plus que les loups. Elles n'avaient pas les moyens de mettre en place les mesures de protection. Le loup dévore mes moutons pendant que je suis occupé à remplir les formulaires. Nous n'avons pas besoin du loup, pas plus que des martres, des cormorans et des corbeaux, gronda un jeune éleveur. Les loups avaient été exterminés, et c'était bien ainsi. Les gens qui se prennent pour la perle de la création et pensent pouvoir décider seuls des espèces qui ont le droit de vivre ne sont pas en mesure de reconnaître les connexités écologiques, ou ils ne le veulent pas. Ils s'opposent à tout changement et restent figés sur leur position. S'ils s'ouvraient et s'adaptaient à la nouvelle situation, les loups eux-mêmes pourraient leur venir en aide. Le loup peut, en effet, être une bonne protection pour les moutons. Ce phénomène fascinant est peu connu. D'une manière générale, les loups ne mangent que ce que leurs parents et grands-parents leur ont transmis traditionnellement, éducation à l'alimentation, comme étant une nourriture sûre. En Allemagne, ce sont les chevreuils, les cerfs et les sangliers. En Saxe, les ongulés sauvages représentent 94,9% de la nourriture des loups. Tant que ces derniers n'ont pas fait une expérience positive avec la viande de mouton ou de veau, ils ne s'intéressent pas à ce type de proie.
Un berger avec lequel je me suis entretenu pendant ce congrès utilise ce phénomène à son avantage. Il laisse les loups travailler pour lui. Il me parla fièrement de sa meute de loups. Les 7 loups vivent toutes ici. Je les vois de temps à autre passer devant mes moutons et marquer leur territoire. L'un d'eux a un jour testé la clôture électrique et en a conclu que les moutons mordaient. Il en avait vraisemblablement informé sa famille, car les loups n'ont encore tué aucun mouton à ce jour. Ils défendent en revanche leur territoire contre des congénères d'un autre territoire. Il ne pouvait rien, la sagesse des loups m'arrivait de mieux, dit le berger. Je fais très attention à ce que personne ne s'en prenne à mes loups. C'est une véritable coopération, fonctionnera aussi longtemps que les loups resteront sur place. Pile, est-ce s'en aille ou que le loup dont il soit dominant tué, et les kiosques peuvent évoluer très rapidement. N'oublions jamais que nous avons affaire au loup, une espèce très intelligente, avec une grande capacité d'adaptation tant où nous pouvions dormir sur nos lauriers et révolus. Il nous faut nous adapter au loup, comme il s'est adapté à nous, et nous devons veiller à toujours avoir une longueur d'avance sur lui. L'opinion publique sur les loups évolue lentement. Les pays du sud de l'Europe acceptent davantage la cohabitation avec les canidés. En Roumanie, en Bulgarie, en Italie ou en Espagne, les gens vivent depuis longtemps avec ces prédateurs, et, ce contrairement à notre prédilection allemande pour le drame, dans la plus grande décontraction. Certes, les propriétaires de troupeaux sont en colère lorsqu'un loup tue un mouton, mais ils n'en exigent pas pour autant la peine capitale pour les malfaiteurs au pelage gris. En tant que conseiller en matière de loups, mais aussi qu'ambassadeur des loups pour l'Association fédérale pour la protection de la nature, NABU, Kenny Kenner conseille les propriétaires de troupeaux sur les mesures à prendre pour protéger ces derniers. Il rapporte une conversation qu'il eut un jour avec un berger roumain. Kenny lui demanda ce qu'il faisait lorsqu'un loup avait tué l'un de ses moutons. « J'ai honte », répondit le berger. Décontenancé, Kenny voulut en savoir davantage. « Tu as honte ? Que veux-tu dire par là ?» La réponse le toucha et l'émut. « J'ai honte devant les autres bergers, parce que je ne suis pas un bon berger. Je suis responsable de mes bêtes et dois faire en sorte qu'il ne leur arrive rien. Bienvenue au loup. J'aimerais rencontrer une telle attitude chez les éleveurs allemands. Le berger ne doit pas aimer les loups, mais aimer suffisamment ses moutons pour les protéger contre les loups. C'est une approche vécue de la protection du loup. On ne se plaint pas, on ne geint pas sans cesse, on ne repousse pas la responsabilité sur l'État, on n'accuse pas un prédateur qui ne fait que vivre sa vie. On assume ses responsabilités, et on accepte la vie comme elle est, sachant que les loups sont un élément de cette vie. Ses moutons et ses chèvres sont bien protégés par une clôture électrique. Le loup ne fait que passer. Il faut des nerfs à toute épreuve pour tenter d'expliquer en Allemagne ce qu'est réellement le loup, et une bonne dose d'humour, car, comme pour tous les thèmes qui polarisent les opinions, par exemple, les migrants, on entend les affirmations les plus loufoques. C'est ainsi que l'on voit régulièrement revenir sur Internet la théorie conspiratrice du loup dans le coffre, selon laquelle les loups arriveraient d'Europe de l'Est par camion pour être relâchés en Allemagne. Ou alors, on élèverait à l'Est des bâtards de loups que l'on ferait ensuite passer illégalement en Allemagne. La sagesse des loups n'étant pas de vrais loups, ils ne seraient donc pas protégés. Toutes ces théories réfutées par des recherches scientifiques se sont avérées être des fake news. Pour contrer une bonne fois pour toutes la théorie du loup dans le coffre, qui fait, avec une belle régularité, la une des magazines de chasse et des forums, la police fédérale publia, le 27 janvier 2015, un communiqué de presse très humoristique. Début novembre 2014, des fonctionnaires de la police fédérale ont, entre autres, confisqué dans un VW-T4, un Steppenwolf 8. Il ne s'agissait toutefois pas d'un coyote nord-américain, mais d'un vélo du fabricant de cycles éponyme. C'est l'un des 14 vélos tombés du camion qui devaient être passés en Europe de l'Est. On ignore encore si l'auteur du communiqué a commis ici, le cas échéant, une bévue ou s'il avait en tête la chanson à succès Born to Be Wild du célèbre groupe de hard rock Steppenwolf. Il serait également plausible que ce fonctionnaire de police, qui a donné cet ordre et demeure à ce jour inconnu, souffre d'un profond malaise psychique en référence au personnage principal du roman d'Ernst Steppenwolf, le loup des steppes 9, d'Hermann Hesse, et qu'il tente par l'humour de réconcilier ces personnalités contraires. En réalité, tous nos loups sont revenus en Allemagne de même, ce qui signifie que nous n'avons pas procédé à des réintroductions, comme on l'entend souvent dire parfois même par des biologistes et des conseillers en matière de loups, mais qu'il s'agit d'une recolonisation naturelle.
Dans le cas d'une réintroduction, une espèce menacée, qui ne vivait pas, ou plus, dans une région, y est ramenée par l'homme. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1995 et 1996 on a fait venir du Canada 31 loups des bois pour les relâcher dans le parc national américain de Yellowstone. Loup des steppes, NDT. Herman Fies, Le loup des steppes. Le livre de poche, 1975. Bienvenue aux loups. Les premiers loups sont revenus en Allemagne sur leurs propres pattes après la chute du mur de Berlin, 1989. Les médias exercent une influence de plus en plus importante sur la population. J'édite depuis 1991 le Wolf Magazine, magazine du loup, et j'écris dans ma newsletter mensuelle des articles sur les loups et autres canidés sauvages. Séparer les vraies informations des fausses me prend toujours davantage de temps. Ces dernières années, les médias tendent de plus en plus à faire du bourrage de crâne. Chacune contenant le mot loup attire visiblement l'attention, et les lecteurs sont âprement courtisés. Fini les recherches, on manipule et on spécule. Une meute de loups aux portes de Hambourg, clamait un grand titre. D'autres jouent sur le doute, 20 moutons tués. Était-ce un loup trop souvent? Les loups supposés s'avèrent être des chiens errants. Il est quasiment impossible pour un néophyte de faire la différence entre un loup et un chien loup tchécoslovaque. Comme d'habitude, les réseaux sociaux se jettent dans la brèche bille en tête. Si vous cherchez sur Internet des informations concrètes sur le loup, vous tombez bien souvent sur des forums volontairement à charge. Mon conseil, si vous cherchez des informations sur le loup où il se trouve, ce qu'il fait ou a fait, comparez soigneusement les articles, ne croyez pas tous les soi-disant experts et soyez sceptiques via vis des contributions des groupes d'intérêt. Les articles de presse de l'Office pour la protection de la nature de chacun des landes décolonisées par le loup sont une source fiable d'informations. Vous n'y trouverez que des articles vérifiés sur le loup. Pendant notre fin de semaine à la rencontre du loup dans la Gourde, nous avons discuté avec des touristes venus y passer leurs vacances pour le calme et la nature, mais aussi par fascination pour le loup. L'un des avantages de la vie avec ce prédateur est qu'il attire le touriste. Là où des meutes se sont établies durablement, là où l'on a parfois aperçu le loup, les groupies ne sont jamais très la sagesse des loups loin. Le loup ranime le tourisme dans des contrées autrefois isolées. Les gens viennent de tout le pays, voire d'essais l'étranger, pour voir ou entendre un loup sauvage, ou pour au moins rapporter à la maison des t-shirts ou des tasses ornées de loups. Ils habitent dans des locations de au loup, dans leur bio tel qu'Enel Landlust à émissions de carbone neutre. Kanye et Barbara René proposent plusieurs fois par an des semaines à la rencontre du loup pour les familles et avec enfants. En 2014, cette formule obtint même la très prisée Palme d'Or du tourisme dans la catégorie Voyage avec des enfants, décernée par le magazine Jo Saison pour le programme Qui a peur du grand méchant loup. L'Allemagne est de nouveau un pays à loup et elle le restera. La population semble progressivement apprendre à vivre avec ce quadrupède contesté. Toujours est-il que l'on a fait l'expérience, après 20 années de vie avec les loups, qu'aucun petit chaperon rouge n'a été dévoré par les prédateurs. Dans l'enquête Forçat de septembre 2015, réalisée par la NABU, l'Association fédérale pour la protection de la nature, une courte majorité s'est dégagée en faveur du loup. Une personne sur deux disait avoir un sentiment positif à l'égard du loup. Les personnes sans opinion ou hésitantes ne sont pas prises en compte dans de telles enquêtes. Elles trouvent que le loup est un bel animal, l'entendraient volontiers occasionnellement hurler pendant leurs vacances, mais seraient déstabilisées si elles se trouvaient face à lui, seules, dans la forêt. Elles apprennent à leurs enfants à se comporter respectueusement envers la nature, mais réservent de tout cesser qui va avec grimper dans un arbre, nager les PR un cours d'eau inconnu, se faufiler entre des buissons ou d'angères. Beaucoup de gens auront affaire au reggae et le Dan bienvenue au loup qu'ils le veuillent ou non. On doit leur expliquer le loup, car de notre comportement dépend, finalement, sa survie. Quoi qu'il en soit, le loup sera toujours plus présent dans notre vie. Il n'est plus le symbole d'une nature vierge et sauvage. Il peut vivre dans le sillage de notre agriculture, à proximité d'un village, sans se faire remarquer, et le traverser à la tombée de la nuit.
Cela n'a rien d'exceptionnel. En Haute-Lusace 10, les gens vivent depuis des années avec les loups. Les animaux vivent autour des villages et s'aventurent la nuit, et parfois même pendant la journée, entre les maisons. L'homme et le loup se croisent régulièrement. Dans la plupart des cas, le loup ne remarque même pas la présence de l'homme et le contraire est également vrai. Au début de l'été, notamment, lorsque les jeunes mâles pubères commencent à quitter la tanière familiale en quête d'un nouveau territoire, il peut arriver que l'homme et le loup se rencontrent. Cela ne veut pas dire, comme on l'entend souvent, que le loup, en contradiction avec le caractère de son espèce, n'est pas craintif, et donc dangereux. Cela signifie juste que ces petits curieux partent en exploration pendant la puberté et qu'ils peuvent alors s'approcher des voitures, des maisons et, même, de temps à autre, d'un jogger. Ils font leur apprentissage de la vie de la même manière que nos enfants, par l'expérience. Et c'est précisément en de telles occasions que nous, les êtres humains, devons faire preuve de responsabilité. Qu'à ce stade un loup fasse l'expérience que les bipèdes sont des êtres sympathiques, par exemple, qu'il lui jette de la nourriture, et ce petit futé s'approchera bientôt toujours plus souvent de l'homme. Il est donc extrêmement important de ne nourrir les loups en aucun cas. Cela devrait être une règle d'or avec tous les animaux sauvages que sur 2-10. Région à cheval entre le Land de Saxe et celui de Brandebourg, ainsi petite partie de la Pologne, NDT. La sagesse des loups c'est en un champ, c'est intention de traverser une route sur laquelle se trouve une adepte de la marche nordique. Prise de panique, celle-ci se met à crier sur le loup. Le loup s'immobilise, déconcerté. Le camionneur qui a filmé la scène hurle sur le loup, faux de camp, le loup repart en trottinant. Cet événement fut évoqué de diverses manières dans les médias, de randonneuses sous le CSOC, un loup est approché dès là un loup pourchasse une randonneuse. Les groupes de pression ont aussitôt exigé une réaction appropriée, parce qu'une limite a été franchie. Je vous pose la question, quelle limite? Que s'est-il passé? Rien. Un jeune loup traverse un champ, regarde avec curiosité un être humain et repart. C'est tout. L'engouement médiatique qui s'est ensuivi montre combien il serait important que nous, les Allemands, ayons de nouveau une relation normale avec le loup. Les dispositions